Bonsoir, bienvenue dans la surface de vérité pour ce nouveau rendez-vous politique. Et dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous une dame qui vend bien la diplomatie canadienne en Afrique. Il s'agit bien sûr de Madame Carol McQueen, ambassadrice du Canada au Burkina Faso. C'est une dame qui est titulaire d'un doctorat en relations internationales obtenu à l'université d'Oxford. Bonsoir, madame. Bonsoir, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, vous semblez bien connaître ce continent, hein? Vous vous sentez bien ici, visiblement. Oui, absolument. J'ai commencé ma carrière avec les Nations Unies au Congo et je pense que je suis tombée amoureuse du continent, littéralement, parce que après ça, je suis allée au Rwanda. C'est là que j'ai rencontré mon mari et on s'est mariés. Il est rwandais et j'ai eu la chance de faire la Tanzanie aussi et là, la Tunisie au nord, donc assez différent, et là, l'Afrique de l'Ouest avec le Burkina Faso. Le nord, le centre, l'est, maintenant, pour l'ouest, votre première destination, c'est le Burkina, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Et au Canada, l'Afrique de l'Ouest est assez bien connue, surtout au Québec, où on reconnaît bien votre musique, votre culture et tout. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé de venir ici et de vivre ça face à face. Et jusqu'à présent, je suis très heureuse ici. Une différence entre ces deux parties, l'Est, l'Ouest, par exemple? Oui, je dirais qu'il y a une différence. Bien sûr, il y a des différences de langue, bien sûr vos langues nationales, mais l'Afrique de l'Est est plutôt aussi anglophone, tandis que l'Afrique de l'Ouest est plutôt francophone. Et bien sûr, il y a des différences, je dirais, au niveau de la musique, un petit peu, mais je dirais pas au niveau de la danse. Vous dansez, tous les Africains dansent extrêmement bien. Oui. Le Rwanda, c'est quand même un pays régulièrement cité comme exemple. Hein? Vous en pensez quoi? Oui, je dois dire c'est un pays fort intéressant parce qu'ils ont vécu, comme vous savez, un génocide qui les a mis à terre et c'était un pays où il y avait beaucoup de pauvreté et tout. Mais depuis ce temps, ils ont réussi à se rebâtir et là, ils sont vraiment un des pays à l'avant-garde de l'Afrique avec une croissance économique très grande, etc. Donc oui, c'est un modèle à émuler, je dirais. Un bon modèle en tout cas qui inspire beaucoup d'autres pays africains, même si les autorités rwandaises se plaisent à dire qu'ils se sont inspirés du modèle Thomas Sankara ici au Burkina Faso. Voilà. Impression générale sur le Burkina Faso, ça fait déjà presque une dizaine de mois maintenant que vous êtes là? Oui, oui. Donc je dois dire j'ai une impression très favorable. Je trouve qu'en général, les Burkinabés sont très chaleureux. C'est très facile de se faire des connaissances, de parler aux gens. Les gens sont accueillants et donc je me sens très à l'aise. Bien sûr, je reconnais que vous vivez une période difficile, je pense, dans votre histoire avec cette insécurité. Cela affecte un tout petit peu les diplomates parce qu'on peut moins visiter votre pays. J'ai entendu tellement de choses sur des endroits spéciaux chez vous et jusqu'à présent, j'ai quand même pu aller à certains endroits, Bobo Dioulasso, etc. Mais il y a beaucoup plus à voir, j'espère. J'ai encore quelques années pour essayer de voir tout ça. Et quand on est diplomate, c'est qu'on doit être affecté dans un pays, justement, en proie au terrorisme, par exemple. On se dit, on a des appréhensions, non? On se dit peut-être, bon, c'est une sanction. Oui, c'est vrai, mais ce qu'on apprend très rapidement, c'est que les médias, et surtout les médias occidentaux, ont tendance à créer certaines images de certains pays, et quand on y vit, c'est pas tout à fait la vérité. Et bien sûr, dans votre pays, et c'est terrible, mais le terrorisme ou l'insécurité n'est pas répandu partout dans le pays. C'est assez localisé dans certaines régions. Donc, on vit très bien, par exemple, à Ouagadougou. Et ça, c'est des nuances que peut-être les gens à l'extérieur ne sont pas tout à fait au courant de tout ça. Donc, vous êtes aussi une ambassadrice de la destination Burkina? Oui, oui, bien sûr.
Alors, on va parler de coopération bilatérale, hein. C'est le cœur donc de cet entretien. Aujourd'hui, quels sont les grands axes, les centres d'intérêt de la coopération pour le Canada aujourd'hui avec le Burkina? Oui, bien sûr, le Burkina est un pays ami du Canada. Le Canada et le Burkina ont établi des liens diplomatiques tôt dans les années 60, très rapidement après votre indépendance. Nous partageons beaucoup de valeurs, beaucoup d'amitié, une langue en commun. Et donc, on a toujours coopéré de manière bilatéralement aux Nations unies et la francophonie. Donc, ça demeure un axe important de nos relations. Mais je dirais aussi qu'ici, le Canada considère le Burkina comme un pays en voie de développement qui prend des bonnes décisions pour que sa population bénéficie bien de la vie, ne soit pas en pauvreté. Et donc, le Canada est un grand partenaire de développement du Burkina Faso. Et là, je dirais, il y a quelques axes à notre aide internationale. Le plus important est l'éducation de base. Donc, le Canada est un des plus grands partenaires techniques et financiers dans l'éducation de base. Et depuis 2018, on a accordé quelque chose comme 50 millions de dollars à ce secteur. 50 millions de dollars? Oui, c'est beaucoup et on est un vrai partenaire avec votre gouvernement. Et je dois dire que le gouvernement actuel a fait vraiment un grand progrès sur certains aspects de l'éducation, notamment l'enregistrement des enfants à l'école primaire, où on voit une grande courbe d'amélioration, aussi des filles. Donc ça, c'est un aspect important aussi que le Canada veut promouvoir, c'est l'éducation des filles, et aussi le nombre d'enfants qui complètent le primaire s'est beaucoup amélioré depuis les derniers 5 à 10 ans. Donc on félicite votre gouvernement pour ça, et nous savons tous que l'éducation est essentielle à une société. Ça permet aux enfants de grandir et de devenir des adultes réellement engagés dans la société, capables de travailler, capables d'être dans la politique, capables de déterminer l'avenir du pays. Donc, on est fortement présent dans ce secteur, mais d'autres secteurs importants pour nous aussi sont la santé. On travaille beaucoup sur la santé reproductive et sexuelle des jeunes filles et des femmes, et nous avons quelques projets dans ça pour s'assurer que les grossesses sont bien espacées, pour s'assurer que ceux qui en veulent peuvent accéder aux contraceptions, ce genre d'affaires. Donc, ça, c'est des axes importants pour nous au niveau de développement. Oui, vous parlez tout à l'heure de l'éducation, justement, ce secteur qui est malheureusement impacté aujourd'hui par la situation sécuritaire. Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Oui, et ça me fait pleurer quand je vois ça. Récemment, il y a Amnesty International, non, Human Rights Watch, qui a publié un rapport sur le fait que les terroristes attaquent l'éducation et le secteur de l'éducation. Et on le voit bien par le fait qu'il y a tellement d'écoles fermées, tellement d'enfants privés de l'éducation. Mais là aussi, votre gouvernement, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, des agences des Nations unies et de nous-mêmes, met en place un plan pour essayer d'accueillir ces enfants déplacés à d'autres endroits, à Kaya, par exemple. Donc, nous aidons avec ça pour établir, par exemple, d'autres locales pour l'enseignement temporaire pour ces enfants. Mais là aussi, le Canada est très fier de financer un projet de plan international dont le but est de permettre à des enfants qui ont peut-être raté 1 année ou 2 ans de scolarisation de se rattraper. Donc, ça offre une scolarité rapide pour les tout jeunes. Comme vous savez, sont souvent capables d'apprendre beaucoup, et certainement aussi pour les filles, parce que les filles sont parfois le plus gravement affectées par le déplacement, par la violence, par d'autres défis. Et donc, c'est tellement important de ne pas perdre ces enfants. Et tout à coup, ces enfants arrivent à l'adolescence et ils ne savent pas lire. Il faut absolument éviter ça.
sauver l'école burkinabé. Il y a que, effectivement, le gouvernement fait pas mal d'efforts dans ce contexte assez difficile, on le reconnaît, mais il y a que l'école reste inaccessible aussi pour bon nombre d'enfants burkinabés à cause du problème des infrastructures également éducatives. Ça aussi, c'est une réalité. Des enfants doivent encore parcourir des kilomètres pour avoir accès à l'école. C'est un problème aussi. Oui, c'est un problème, mais je sais que votre gouvernement y travaille très fortement et nous, on essaie d'appuyer comme on peut. Bien sûr, ces types de problèmes ne sont pas réglés dans 1 an, 2 ans. C'est de la planification, etc. Et je pense que quand on regarde certains chiffres sur le nombre d'enfants scolarisés, sur ceux qui complètent le primaire, ceux qui complètent même le secondaire, on voit cette amélioration peu à peu, et en espérant qu'on va trouver comment faire que ça continue. Et au niveau supérieur, la coopération se poursuit-il à ce niveau, à travers, par exemple, des bourses d'études ou... Donc, je peux dire qu'il y a environ un petit peu moins de 1000 étudiants burkinabés qui vont au Canada pour les études supérieures. Certains d'eux peuvent recevoir des bourses. Le Canada offre un très petit nombre de bourses liées à la francophonie, mais c'est très limité. Au Canada, l'éducation tombe sous les gouvernements provinciaux, donc ce n'est pas une juridiction où travaille le gouvernement fédéral. Et donc, souvent, les bourses sont accordées par les institutions elles-mêmes, donc les universités elles-mêmes. Donc, j'encourage toujours les étudiants burkinabés. Il y a certains sites Internet où on peut voir quelles sont les bourses qui existent au Canada et comment on peut y participer. Alors, l'autre volet, vous l'avez dit, c'est aussi la santé. Sérieusement impacté aussi ces derniers mois. C'est vrai que même votre pays aussi est concerné par cette pandémie qui ébranle le monde entier. Le Burkina aussi fait face à cette situation, avec le soutien aussi du Canada dans ce sens. Oui, bien sûr. Le Canada a surtout accordé de vastes sommes d'argent globalement pour la pandémie. Donc, par exemple, on a donné 85 millions de dollars canadiens au système des Nations unies, l'OMS, PAM, etc., pour répondre à l'urgence. On a aussi donné beaucoup d'argent pour aider à développer un vaccin et s'assurer que si un vaccin est développé, que ça soit disponible partout dans le monde. Ici, au Burkina, on a aussi aidé. Donc, on travaille sur certaines contributions qui vont aller à l'OMS bientôt. On travaille aussi avec un projet avec UNFPA qui, encore une fois, cible un petit peu les femmes et les jeunes filles, où il y a un élément d'apprentissage sur le COVID. Lié aussi à cette santé reproductive et sexuelle et la capacité de continuer à offrir ce genre de services malgré les difficultés de COVID. Je veux aussi dire que je pense que le Burkina a réagi bien à cette crise, surtout le fait qu'ils ont réagi très, très tôt. Donc, tout de suite, quand ils ont su qu'il y avait des cas, ils ont pris des mesures assez fortes, notamment la fermeture des frontières, les quarantaines et tout ça. Et je pense que cela explique pourquoi le nombre de cas ici reste quand même extrêmement bas. En espérant que cela va continuer, je pense qu'il faut être prudent. On voit par des statistiques ailleurs dans le monde que ce virus est extrêmement contagieux et très difficile à contrôler. La victoire n'est pas encore totale. La victoire n'est pas gagnée, donc j'encourage... La Chine qui connaît actuellement un rebond. Et donc j'encourage tous les Burkinabés à continuer à laver les mains, à mettre des masques dans certains types de situations, parce que si on croit que c'est gagné, on risque d'avoir une surprise plus tard. Et ça, c'est vrai au Canada aussi. Je ne dis pas ça pour cibler le Burkina Faso. Même nous, au Canada, aux États-Unis, nous avons des défis majeurs avec ça et on doit faire extrêmement attention. Et sur le plan de l'économie, quelle contribution et comment ça se présente? Des appuis budgétaires, des dons
ou bien il y a des priorités particulièrement en termes d'appui, en termes de soutien? Oui, donc je peux dire que l'argent qu'on accorde pour le secteur d'éducation, c'est un appui budgétaire, dans le sens que on met l'argent dans un fonds que le gouvernement contrôle. Sinon, souvent, l'aide du Canada peut aussi être mise en œuvre par les Nations unies ou parfois par des ONG. Mais si on parle de questions économiques, je ne pense pas qu'on ne peut pas parler des compagnies minières. Tout à fait. Donc, comme vous savez, le Canada est le plus grand investisseur privé au Burkina Faso, les compagnies minières. C'est vrai que vous avez une expertise dans ce domaine des mines, justement. Je ne dirais pas que j'ai une expertise personnelle, mais j'ai appris beaucoup depuis mon arrivée. Et surtout, je veux parler de votre pays, le Canada. Ah oui, absolument, oui. Le Canada est un grand pays minier. Bien sûr, on est fondé, notre économie aussi tourne sur les ressources naturelles, donc il y a beaucoup, beaucoup de mines au Canada. Mais en plus de ça, on a aussi développé une grande capacité de financement des projets miniers, dont le Toronto Stock Exchange est le plus grand endroit où les miniers cherchent des financements. Et ça, c'est parce que c'est tellement cher, c'est extrêmement cher. Donc, pour démarrer un projet minier, il faut plusieurs centaines de millions de dollars, parfois jusqu'à des milliards de dollars, avant même qu'on réussisse à sortir une once d'or ou autre de la terre. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Vous avez une idée de l'investissement canadien dans ce secteur ici? Oui, c'est environ 3,9 milliards de dollars, 3,9 billion dollars. Donc, c'est énorme, c'est extrêmement vaste. Et ça, c'est toute l'infrastructure et tout qu'il faut mettre en place pour pouvoir extraire le minerai en question. Je peux aussi dire que les compagnies minières canadiennes engagent quelque chose comme 10 000 Burkinabés directement et 29 000 indirectement. Et le secteur formel minier représente à peu près 13 % de votre PIB, 15 % de vos recettes de l'État. Donc, le secteur minier est une source de revenus extrêmement importante pour le Burkina Faso. Et c'est quelque chose où votre pays aussi a d'énormes richesses, pas encore découvertes, si je peux dire ça. Et donc, ça va être un aspect important de votre économie pour des décennies à venir. Et oui, vous parlez justement de création d'emplois. Vous le savez, récemment, il y a eu ce rapport, cette mission d'information parlementaire sur les sociétés minières, qui pensent encore qu'à ce niveau, il y a encore de travail à faire. Beaucoup d'expatriés dans nos mines, l'expertise locale n'est pas assez présente dans les mines. C'est vrai que les sociétés minières parlent de qualification, mais est-ce que dans ce sens aussi, dans le cadre de la coopération bilatérale, il n'y a pas des choses à faire à ce niveau, en termes de formation des jeunes Burkinabés sur ce secteur minier, justement? Oui, en fait, ça c'est un bon point qu'ils ont soulevé. Je dirais que les compagnies minières canadiennes sont eux-mêmes déjà conscients de cette question. Et la plupart engagent beaucoup plus de Burkinabés que d'expats. Le pourcentage d'expats est extrêmement bas, mais c'est vrai que ce pourcentage, c'est souvent des gens extrêmement qualifiés avec de longues années à l'université et tout. Et bien sûr, je sais que quelques compagnies dans le passé, comme IAMGOLD, etc., ils ont créé des bourses pour permettre aux Burkinabés, par exemple, d'aller étudier au Canada. Comme ça, ils développent l'expertise locale. C'est sûr que le Canada, comme c'est un pays minier, il y a plusieurs universités et écoles professionnelles qui ont de l'expertise ou qui offrent des formations très précises dans ce secteur. Et nous, à l'ambassade, on est toujours à la recherche d'opportunités pour voir comment cette expertise pourrait être comme partagée avec les institutions ici au Burkina Faso. Quand vous entendez dire, par exemple, que les sociétés minières, notamment canadiennes, pillent nos ressources et s'en vont, ça vous fait quoi d'entendre ça?
Ça me fait mal parce que selon moi, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je dis ça vraiment avec un bon cœur. Bien sûr, chaque pays, le Canada, le Burkina Faso, etc., créer une gouvernance de son secteur minier, donc créer toute une structure sur comment les compagnies puissent accéder, par exemple, à des licences de terrain pour étudier est-ce qu'il y a de l'or, il y a toutes des structures de taxation, des structures de royauté. Donc, quand une compagnie commence à un projet, c'est avec le oui ou le OK du gouvernement. Tous les contrats, tout est signé. Donc, c'est quelque chose où le gouvernement accorde permission aux compagnies de faire ce qu'ils font. Et les compagnies doivent respecter les lois burkinabées. Et je dirais, moi, je considère que le Burkina Faso est chanceux d'avoir une si grande présence de compagnies canadiennes. Parce que les compagnies canadiennes, par le fait qu'ils ont des statuts au Canada, doivent suivre les lois du Canada et doivent suivre les lois du pays dans lequel ils sont. Et les lois du Canada sont très rigoureux aussi par rapport à la taxation, par rapport au respect de l'environnement, etc. Donc, les compagnies canadiennes sont vraiment au plus haut niveau de contrôle ou de gouvernance. Et donc, pour moi, donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas vrai, parce que c'est votre gouvernement qui a créé tout cet environnement dans lequel il travaille. Et votre gouvernement peut effectuer des changements, ce qu'ils ont fait récemment lorsqu'ils ont créé ce programme de développement local où ils ont exigé, le fonds minier, merci beaucoup, où ils ont exigé un taxe de 1% de plus sur les compagnies. Et bien sûr, les compagnies ont protesté un tout petit peu parce que c'est un changement à l'agrément et ça, c'est un défi dans le climat d'affaires. Si les lois changent, ça crée des défis pour des compagnies qui ont promis certaines choses à leurs stakeholders. Mais finalement, toutes les compagnies canadiennes ont signé et ils payent ce taxe. Donc, c'est quelque chose où... pour moi, quand les gens disent ça, c'est qu'ils ne comprennent pas comment le secteur fonctionne. Ils ne comprennent pas la complexité de tout ça. Justement, est-ce que ce n'est pas là aussi le défi pour les compagnies minières de faire en sorte justement à ce qu'il y ait plus de compréhension et donc d'acceptation de ce secteur? Parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est un secteur fermé, il n'y a pas de transparence. C'est un peu l'image que les gens ont de ce secteur. Oui, c'est un bon point et je pense que c'est un grand défi à poursuivre dans votre pays et ensemble. Et les compagnies minières sont ouvertes. Moi, je pense que vous pourriez peut-être faire une émission ou leur demander de venir parler un petit peu du secteur et comment ils opèrent. Mais c'est vrai, il y a un grand travail à faire de ce côté-là. C'est parce que, comme on sait dans le monde médiatique, la perception compte plus que la réalité. Et ça, c'est vrai pour tout politicien, c'est vrai au Canada, c'est vrai ici. Et donc, si les gens ont une mauvaise perception de quelque chose, malheureusement, ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour rendre plus clair et plus net c'est quoi le secteur, comment ça fonctionne, combien ça coûte pour démarrer des projets, quelles sont les taxes payées, comment ces taxes sont utilisées, etc. C'est quoi l'apport du secteur minier dans l'économie canadienne? Ça, c'est une bonne question. Je pense que je connais plus sur le Burkina Faso que sur le Canada, mais c'est immense. Ça doit être peut-être 30% ou 35% les ressources naturelles. C'est vraiment immense. Et de façon globale, quand le Canada apporte donc son appui au développement du Burkina, vous injectez de l'argent. Et quel est le regard, quel est le contrôle? Vous l'avez vu, l'actualité aujourd'hui, c'est la question de la gouvernance économique. On parle de crime économique. Le procureur du Faso était, rien qu'hier, face à la presse, justement pour en parler, beaucoup de crimes économiques. Et on se dit, quand vous injectez de l'argent comme ça, vous mettez de l'argent à la disposition donc, des autorités burkinabées pour le développement, est-ce qu'il y a des mécanismes justement de contrôle de la gestion de ces finances?
Oui, absolument. Donc, je peux dire pour le projet de l'éducation de base dont j'ai parlé, où on met l'argent dans un fonds et c'est le gouvernement qui gère ce fonds, il y a des audits à chaque année. Ils vérifient est-ce que l'argent a été utilisé pour ce que le gouvernement a dit, ça a été utilisé, etc. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, on n'a eu aucun problème de ce côté-là. L'argent est bien géré, ça va où ils disent que ça va, etc. Donc oui, nous, quand on donne de l'assistance internationale, on a des mécanismes pour monitorer comment c'est utilisé. Quand c'est donné à des ONG, les ONG doivent aussi soumettre des grands rapports pour expliquer. Il y a des audits surprises, etc. Et si quelque chose se passe et on découvre qu'une ONG, par exemple, n'a pas fait ce qu'il devait faire ou a volé de l'argent, ils sont obligés de repayer l'argent au gouvernement du Canada. Est-ce que c'est parfait? Non, ça peut toujours être mieux. Il faut toujours faire attention. Mais on est quand même assez rigoureux par rapport à l'aide au développement. D'accord. On parle donc d'ONG, donc on parle de sécurité, de crise humanitaire au Burkina Faso. Là, vous intervenez également énormément. Vous savez, la réalité aujourd'hui, c'est que la situation ne fait que s'aggraver. On est quoi, près de 2 millions, sinon même plus de 2 millions de personnes, non, plus de millions, plus de millions de personnes déplacées aujourd'hui. Votre engagement aux côtés du Burkina Faso dans ce sens-là, comment ça se présente? Donc, oui, quand j'ai vu les chiffres la semaine passée de 950 000 et plus déplacés, ça m'a fait du mal. On voit que les chiffres ne cessent d'augmenter. Oui, donc le Burkina, chaque année, le système des Nations Unies fait des appels globaux d'aide humanitaire. Et le Canada répond à ces appels et on accorde de l'argent à Syrie, en Yémen, etc. Et bien sûr, à cause du fait que la situation s'empire gravement au Burkina, on a accordé cette année un montant pour l'instant de 3,4 millions de dollars. Et c'est réparti surtout entre le système des Nations Unies, donc PAM pour la nourriture d'urgence, HCR qui s'occupe, les Nations Unies pour les réfugiés, qui s'occupe dans ce contexte-ci aussi de la protection ou les hébergements pour les populations déplacées. Et nous contribuons aussi au système des Croix-Rouges, qui est aussi très important pour l'aide humanitaire. Donc, on suit la situation de près. C'est toujours possible qu'on accorde plus tard durant l'année. Mais aussi plusieurs de nos projets de développement touchent aussi le nexus humanitaire à développement. Donc, par exemple, cette année, on espère financer un projet du FAO qui va permettre une certaine résilience économique aux femmes déplacées pour continuer à faire un peu d'agriculture. Et ça, c'est extrêmement important que les gens puissent... Justement, parce qu'on a l'impression que la plupart du temps, l'aide va dans les besoins pressants. Il n'y a pas de projet structurant, forcément, pour ces personnes. Là, oui. C'est un bon exemple. Oui. Ce que vous dites est très important et aussi un des grands problèmes de l'aide humanitaire. Si une population devient dépendante de l'aide humanitaire, ils perdent à la longue leur capacité de faire leur propre vie et de retourner à une vie normale de production, etc. Et donc, maintenant qu'il y a une compréhension un peu plus grande sur cela, on essaie vraiment de faire un lien entre l'humanitaire et le développement pour s'assurer que cela n'arrive pas, qu'on trouve comment on peut créer des opportunités, permettre toujours un peu d'activité économique, continuer avec l'éducation, etc. Il y a par exemple le programme d'urgence pour le Sahel du gouvernement. Oui. Oui, et nous, et ça c'est un bon point aussi de votre gouvernement, ils sont saisis de la question, ils ont des plans sur comment adresser les problèmes. Et nous, quand on donne de l'aide humanitaire, etc., on doit s'aligner avec ce plan et répondre aux besoins de ce plan.
Vous avez parlé tout à l'heure de Human Rights Watch, Amnesty International aussi, mais récemment un rapport d'Oxfam qui montre quand même des réalités assez tristes pour les femmes dans ces zones déplacées, sur les sites de déplacés. Oui, non, c'est très dommage et on s'inquiète beaucoup déjà, les femmes, des fois, dans des contextes de développement, la vie est dure pour elles. Et voilà, quand on est déplacé, il y a des risques de violence. Parfois, moi, quand je suis allée à Kaya au mois de décembre, et on a vu plusieurs déplacés où c'est la femme et les enfants qui se sont déplacés et l'homme est resté derrière, si on peut dire ça. Et ça, c'est pas une situation facile. Et donc, il faut faire particulièrement attention et c'est pour ça que certains de nos projets ciblent spécifiquement les femmes. Et sur la question sécuritaire de façon globale, sur le plan opérationnel, la lutte contre le terrorisme par exemple, on a l'impression que le Canada ne s'engage pas côté militaire, justement. C'est vrai que le Canada n'est pas un grand pays militaire. On n'a pas les moyens que certains de nos amis, les Américains ou les Français, etc. Donc, c'est vrai qu'on est moins présent. On est plus présent au Mali avec les Nations unies. Mais ici au Burkina, c'est un peu moins, mais on essaie d'y remédier. On cherche comment on peut faire plus. Cette semaine, j'avais justement une rencontre avec votre ministre de Sécurité parce qu'on a financé un projet de ANMAS, Mine Action Services, pour donner des formations aux polices et aux gendarmes par rapport aux engins explosifs, comment les détecter, quoi faire, etc. Donc, c'est peut-être moins visible qu'une grande participation militaire directe, mais c'est des actions qui aident et où on essaie de contribuer et on espère prochainement que peut-être on pourrait faire plus sur la formation des militaires. Et dans ce contexte sécuritaire assez difficile, parfois, à côté, ce sont des questions de droits humains, de liberté qui sont un peu touchées. Et cette réalité-là, comment vous les regardez? Oui, c'est inquiétant. Premièrement, j'aimerais dire que j'ai beaucoup de respect pour les forces de défense de Burkina Faso. Ce n'est jamais facile de se battre dans une guerre. Ce n'est jamais facile de mettre sa vie sur la ligne dans des situations très difficiles. Et la guerre contre des terroristes est très complexe, très compliquée. L'ennemi n'est pas clair, n'est pas visible, etc. Donc, je dis ça. Mais je pense néanmoins que pour résoudre ce problème terroriste, il faut qu'il y ait une grande confiance entre la population et les forces de sécurité. Si cette confiance est perdue, on ne peut pas aller de l'avant. On risque même de pousser ces gens vers l'ennemi. Et donc, moi, j'encourage le gouvernement à étudier donc ces allégations d'abus et tout. C'est extrêmement important, je dirais, de faire des enquêtes pour savoir est-ce que c'est vrai, pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter dans l'avenir. Et bien sûr, tous les militaires, même au Canada, il y a parfois eu des incidents. Le plus important, c'est de ne jamais négliger ça, c'est de comprendre pourquoi ça se passe et essayer de remédier. Parce qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme si on ne respecte pas les droits de la personne. Je suis convaincue de ça, le Canada est convaincu de ça, mais c'est toujours un procès de formation, de travail, d'enquête, etc. C'est vrai que cette semaine, justement, le président du Faso était du côté de Djibo. Oui, j'ai vu ça. Effectivement, et il a je le rappelé félicite, je l'admire qu'il a pu se rendre. Ça, c'est très important comme geste symbolique et tout. Il a d'ailleurs rappelé ce que vous dites là, justement, travailler à ce qu'il y ait de la cohésion, à éviter qu'il y ait des replis identitaires et que les communautés puissent continuer à vivre en symbiose et aient confiance aux forces de défense et de sécurité, justement. Il a reconnu. Alors, autre sujet, qu'est-ce que vous pensez de la diaspora burkinabé au Canada?
Non, c'est très bien. J'ai eu... La diaspora est assez petite, donc il y a les étudiants qui nombrent à peu près 1000, et on estime de notre recensement de la population de 2016, il y a eu comme 3200 personnes qui se sont auto-identifiées comme burkinabés. Donc, c'est une diaspora petite, mais grandissante, je dirais. Vous êtes très bien représenté par votre ambassadeur là-bas, Anastase Boudot, que je connais, que j'ai pu rencontrer à quelques reprises. Et je sais que lui, il travaille très fort pour dynamiser la communauté. Donc, il a fait plusieurs événements, des événements culturels, surtout à Montréal, bien sûr, comme c'est le centre francophone du Canada. Mais aussi, il a organisé des événements économiques, des échanges économiques où il a invité des gens d'affaires du Burkina au Canada. Donc, bien sûr, vous savez, le Canada est un pays extrêmement diversifié. Et on aime beaucoup quand on a des communautés qui viennent de d'autres pays. Et donc, non, je pense qu'ils sont bien intégrés. Je pense qu'ils sont surtout dans la partie francophone du Canada. Au Canada, le problème de violence raciale ne se pose pas chez vous? J'aimerais pouvoir dire ça ne se pose pas, mais ça serait de l'arrogance totale, dans le sens, oui, nous avons nos défis nous-mêmes. Parce qu'on le voit, même au Canada, il y a eu quand même quelques manifestations aussi, comme aux États-Unis ou en France, ailleurs. Oui, oui. Dans le cas de l'affaire George Floyd. Oui, absolument. Donc, je dirais que la discrimination est moins présente au Canada, peut-être qu'aux États-Unis et tout, mais c'est un travail constant et il y a beaucoup de défis. Je dirais même au sein de la fonction publique où moi je travaille, il n'y a pas assez de personnes noires qui y travaillent. Il n'y a pas assez aussi d'Autochtones. Donc, le Canada a une historique extrêmement grave avec les Autochtones. Il y a beaucoup de discrimination contre eux, beaucoup d'allégations d'abus par la police envers les Autochtones. Et je pense que ces incidents aux États-Unis ont comme réveillé un peu plus le Canada pour dire non, c'est assez. On doit trouver des solutions, on doit faire attention. Bien sûr, on a réussi d'une certaine manière, on a une population diversifiée où les immigrants sont bien intégrés dans notre société, mais il y a toujours mieux à faire. Et certainement au niveau de la police et tout, ça peut être un problème. Donc, ils sont en train d'étudier comment gérer ça, quelles seraient peut-être des idées créatives pour essayer de faire mieux. Des Africains bien intégrés chez vous. On a vu que votre prédécesseur, il est africain d'origine. Oui, non, et ça c'est un très bon exemple. Je dois dire que moi, une des choses dont je suis le plus fière, c'est que dans la diplomatie publique, parmi nos diplomates, nous avons beaucoup de minorités visibles et de personnes qui sont soit immigrants eux-mêmes ou enfants d'immigrants. Et donc moi, j'aime beaucoup ça parce que quand vous venez à nos ambassades, vous voyez de tout et ça reflète bien le Canada. Même moi, je suis née au Canada, mais mes parents étaient des immigrants au Canada. Mais bien sûr, étant blanche, c'est plus facile pour moi, mais quand même, c'était des immigrants très pauvres qui ont dû bâtir leur vie au Canada. Oui. En tout cas, la diaspora burkinabé, vous le savez, qui doit voter en novembre prochain, cette année. C'est une très bonne nouvelle pour eux. Pendant longtemps, ils ont toujours voulu voter, contribuer donc à l'avancée démocratique de ce pays. Ces élections-là, justement, le débat, il est aujourd'hui. Je sais que vous êtes partenaire aussi dans l'organisation des élections, c'est sûr. Et comment vous voyez ce débat aujourd'hui où il y a une forme d'opposition au niveau de la classe politique entre ceux-là qui veulent que les élections se tiennent à bonne date, mais il y a aussi ces acteurs politiques qui pensent que, eu égard à la situation sécuritaire, il serait difficile de faire respecter le suffrage universel sur l'ensemble du territoire, donc qui penseraient à une forme donc, de transition plutôt. Oui, bien sûr, ce sont
en principe des questions nationales que votre gouvernement doit répondre. Moi, comme le Canada, je ne veux pas forcément prendre un côté on sait que ou cette l'autre. semaine aussi, les partenaires techniques et financiers ont été voir le Premier ministre justement sur ces questions électorales. Oui. Et donc, comme vous savez, les élections, c'est un des aspects les plus importants de la démocratie. C'est les moments où les gens peuvent dire oui, nous avons aimé la politique du gouvernement, on les remet en pouvoir, ou non, on veut un changement et on élit un autre. Donc, c'est un droit fondamental et c'est extrêmement important. Et je pense que votre gouvernement étudie prudemment la situation. Et nous savons que si on retarde, il y a peut-être des risques aussi de légitimité et tout ça. Donc, c'est des questions extrêmement difficiles. Je n'ose pas me prononcer d'un côté ou de l'autre, mais je sais qu'ils font de grands efforts pour s'assurer que, par exemple, et le Canada aide avec ça. Nous avons un projet avec HCR qui s'assure que les populations déplacées puissent obtenir des cartes d'identité pour qu'ils puissent s'enregistrer pour les élections. Parce que c'est surtout ces groupements de déplacés qu'on ne voudrait pas qu'ils soient sans la possibilité de vote. Donc ça, c'est une manière peut-être d'aider. Bien sûr, pour les élections présidentielles, c'est moins important où on se trouve dans le pays pour voter, mais c'est très important au niveau des élections locales. Mais il y a des solutions. Ça a été fait dans d'autres endroits. Donc, je regarde, je suis, et bien sûr, on est là pour appuyer où on peut. En tout cas, les élections, c'est quand même important pour mesurer la vitalité démocratique d'un pays. Oui, absolument. D'accord. Nous sommes presque en fin d'émission. Oui. Hein? Merci en tout cas d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir pour nous apporter plus d'éclairage dans cette coopération bilatérale, assez dynamique quand même. Hein? Oui, je pense depuis mon arrivée, en fait. Non, et ça, c'est un autre point que j'aimerais souligner avant qu'on finisse. Le niveau de collaboration qu'on a avec votre gouvernement et aussi de vos ministres qui sont toujours accessibles, toujours prêts à me recevoir, à échanger. Je pense que ça démontre une amitié très profonde, un respect très profond, mais aussi le fait qu'eux aussi se considèrent dans une démocratie où ils veulent rendre leurs décisions plus transparente, etc. Donc, oui, c'est une riche amitié de plusieurs années. Et récemment, dans l'actualité, on a pu voir une affaire de visa liée à des structures, justement, qui se proposent de faciliter le visa canadien. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez des échos? Qu'est-ce que vous pensez justement de ce domaine-là où parfois des populations se font gruger justement en promettant justement de... Oui, ce que je peux dire, c'est que si quelqu'un veut un visa du Canada, ils doivent visiter le site officiel d'Immigration Canada et suivre les procédures. Il y a possibilité d'appliquer en ligne et nous avons un centre de service bien identifié. On peut avoir l'adresse en ligne. Si vous faites tout ça, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit autre. Donc, d'autres sociétés, d'autres compagnies qui disent « Ah oui, nous pouvons vous garantir un visa », c'est toujours de l'escroquerie ou presque. Donc, il faut aller au site de notre ministère et comme ça, vous avez les vraies informations. Et c'est vraiment dommage quand ce genre de situation arrive. En attendant, bien sûr, que les frontières s'ouvrent à nouveau. Oui, bien sûr, ça c'est un autre grave problème. On a fermé les frontières. Oui, ça c'est vrai, Merci, Madame Carole McQueen. Je rappelle que vous êtes ambassadrice du Canada au Burkina Faso. Merci d'être passée dans le fauteuil blanc. Merci pour l'invitation. C'était très agréable d'être avec vous. Merci, ça a été un plaisir. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.